Bonjour. Alors d'abord, je voudrais m'adresser à ceux qui nous regardent en visio et qui sont à Bordeaux pour leur dire que, eu égard au contexte terreau, je ne souhaite pas que des images me concernant soient diffusées. Vous avez eu des choses relativement complètes tout cet après-midi et effectivement moi ce que je vais vous apporter au niveau de la vision d'un service de police, c'est que je confirme tout ce qui a été dit. Vous avez notamment eu des choses sur la gestion de crise, comment on peut gérer au mieux une crise, comment on peut l'anticiper. Vous avez eu des éléments, je vous demanderai également pas de photos s'il vous plaît, merci. Vous avez eu des choses également sur comment faire au mieux une communication. Et puis, par rapport à ce qui a été dit, je crois, en préambule par Jean-Marc, qui consistait à dire qu'on a voulu un exercice le plus réel possible, il faut savoir que nous, la BEFTI, quand on intervient en qualité de stimuli, c'est pas quelque chose qu'on fait exprès pour vous embêter. On peut avoir plusieurs cas de figure dans lesquels les services de police vont vous appeler. Soit à la demande d'un magistrat, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont fuité sur les réseaux sociaux, et à ce moment-là, il y a un magistrat qui est compétent sur le ressort des faits et qui va vouloir en savoir un petit peu plus. Parfois, on a également des procédures qui déjà matchent, c'est-à-dire qui correspondent à des faits nouveaux qui vont attaquer une société. Et donc, on va prendre contact avec cette société pour savoir ce qui se passe réellement auprès de cette société. Alors, on a parfois la bonne surprise, enfin la surprise, de contacter des sociétés. Et en fait, c'est un peu nous qui leur apprenons ce qui se passe chez eux. Donc, ça fait un effet bizarre, mais sachez que ça existe. Donc le rétexte côté police, je ne peux que confirmer qu'une absence d'anticipation va forcément rendre les choses plus difficiles. On l'a vu sur la réduction du périmètre d'action ou du dépassement du domaine de compétence des intervenants. On vous a dit, il est important que les personnes qui interviennent aient leur rôle qui soit bien défini. Or, on a pu voir que certains, d'accord, on leur avait bien défini leur rôle, mais quand même, le premier qui est appelé et qui diffuse tout, il va un petit peu au-delà de ce qui était prévu. Inversement, sur des situations, on a pu constater, nous, des situations de blocage, donc c'est dans la relation client-prestataire. Dans cet exercice, on avait donc le prestataire qui est le laboratoire médical à Bordeaux, qui, à un moment, quand il sent que ça commence à monter et à se compliquer un petit peu, prend bien conscience que son client risque de ne pas payer pour les prestations. Donc, il est un petit peu moins enclin à transmettre des éléments au service de police et forcément, on sera un petit peu démunis pour mener nos investigations. Sur les bonnes pratiques, donc je voudrais pas faire des redondances par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais bon, on est sur définir les missions, prévoir les absences, ça c'est important aussi, parce que même si on a anticipé, eh bien le jour où la crise arrive, il y a quelqu'un qui est absent, il y a quelqu'un qui est en réunion, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, et c'est bon quand même une fois qu'on a défini le rôle des uns des autres, de se dire au cas où le plan A ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a comme plan B? La connaissance des contrats, ça c'est véritablement quelque chose, mais qui impacte souvent nos investigations. Vous ne pouvez pas vous imaginer le temps qu'on passe à essayer de récupérer des éléments pour nos investigations, parce que c'est un petit peu la bataille entre la victime et ses prestataires. C'est quelque chose qu'on voit, nous, l'un des éléments sur lesquels on travaille le plus, ce sont les journaux d'activité, les logs. Et entre savoir où ils sont localisés, quand est-ce qu'ils peuvent être disponibles, etc. Il y a une slide spécifique sur les journaux de log. Donc c'est bien de connaître ce qu'on est en droit de demander à son prestataire. Et puis en fait, enfin identifier les prestataires ponctuels, parce que, oui, effectivement, on a peut-être quelqu'un qui s'occupe de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux dans la société, mais il y a peut-être des champs qui ne seront pas pris en compte. Est-ce que véritablement cette personne est capable de réactiver des sauvegardes, de faire certaines choses? Il faut avoir une liste de prestataires ponctuels et il faut surtout penser à de l'archivage qui ne soit pas forcément numérique, parce que quand on a tous les réseaux qui sont en croix, quand on n'accède plus à ces systèmes, parfois un bon archivage papier avec un classeur de coordonnées, je crois que c'était quelque chose qui était ressorti sur l'exercice, c'est qu'on manquait d'annuaires, on manquait de coordonnées, donc ça peut être utile.
Alors forcément, moi je vais vous parler d'une plainte utile, parce que à la BEFTI, nous ne sommes pas un guichet pour vous délivrer une attestation disant vous êtes venu déposer plainte et ensuite essayer de vous faire rembourser. Nous, ce qui nous intéresse comme service judiciaire, c'est effectivement d'avoir des éléments sur lesquels on va pouvoir mener des investigations. Et ça passe par la préservation des traces. Alors, avant de penser à préserver les traces, il faut déjà avoir fait en interne, et ça c'est le rôle de l'anticipation, une réflexion sur si ça nous arrive, est-ce qu'on fait le choix de déposer plainte ou pas? Nous, on est service de police, service d'enquête. On ne juge pas d'une victime qui décide de ne pas déposer plainte. C'est votre libre arbitre, voilà. Mais par contre, sachez-le, enfin, essayez d'avoir cette réflexion de manière un petit peu anticipée, parce que pour nous, c'est quand même une preuve de maturité, de la réflexion dans l'entreprise, de la maturité stratégique, parce qu'effectivement, ça conditionne. Si vous êtes dans une logique, on ne vient pas déposer plainte, effectivement, allez-y. Nous, on peut comprendre que votre objectif premier, c'est la reprise et la continuité de l'activité. Par contre, si vous vous dites, non, nous c'est sûr, quoi qu'il arrive, on déposera plainte parce qu'on ne veut pas redevenir une victime, on veut que ça serve aux autres, à ce moment-là, il est important de préserver des éléments. On vous les demandera plutôt en format numérique, sinon, bon, bah, parfois on a des captures d'écran et puis on démarre avec ça. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des serveurs et des sites internet compromis, donc en copie, d'avoir des exemplaires de fichiers chiffrés ou cryptés, d'avoir les journaux d'activité, et là vous êtes tous bien placés pour savoir qu'il en existe plusieurs variétés des journaux d'activité, d'avoir des éléments de communication avec les auteurs. Alors je crois que c'est dans la préparation de la crise, on vous a dit c'est important de tenir une chronologie, une espèce de main courante de toutes les choses qui auront été faites, et notamment quand vous entrez dans une communication avec les cyberdélinquants, c'est bon de garder le maximum d'éléments. Alors ça me fait sourire parce que aujourd'hui la grande tendance c'est quand même la demande de rançon. Alors la demande de rançon après une extraction de base de données, pendant une attaque en DDoS, c'est-à-dire qu'on sature tous vos réseaux et on vous dit nous on est capable, enfin on peut arrêter, voilà ce dont on est capable, pour arrêter il faut que vous nous payiez. On a, dans le cadre de l'exercice, c'était une demande de rançon suite à l'extraction de bases de données. Donc, des éléments de communication avec les auteurs, il y en a pas mal. Et notamment, on a eu, dans une attaque en chiffrement, donc un ransomware, où la victime a fait un peu son malheureux en disant « Ouais, mais moi je suis un particulier, dans les fichiers chiffrés. Il y a des photos de famille, etc. Véritablement, je ne peux pas payer tout ce que vous me demandez en bitcoin. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger ?» Les cyberdélinquants ont répondu « Prouvez-nous que dans les fichiers, il y a des choses qui vous sont personnelles. » Effectivement, ont été envoyées des photos de famille. Tout a été déchiffré gratuitement. Donc, il y a des choses qui sont quand même très atypiques. Autant on vous parle de Loki, donc c'est la BEFTI qui a traité Loki, WannaCry et Petya NotPetya, c'est pas nous. Mais en dehors de ces grandes familles de rançongiciels, il faut savoir, nous on a à peu près une vingtaine de plaintes qui portent sur des ransomware qui n'ont fait qu'une victime, alors qu'une victime signale et déclarée, qui a déposé plainte. Et donc c'est sur cette frange-là qu'on a quand même beaucoup d'espoir un jour d'arriver à quelque chose, parce que on se dit qu'ils sont peut-être moins aboutis, moins perfectionnés, moins professionnels que les grosses attaques. Et donc, il y aura peut-être quelque chose qui leur aura échappé, sur lesquels on pourra les identifier. Quelque chose qui est important aussi, notamment dès lors qu'il y a des demandes de paiement de rançon, c'est d'avoir, alors le plus souvent on va vous demander un wallet Bitcoin. Il y a quand même une très belle affaire qu'on a fait au niveau de la BEFTI, c'est l'interpellation en flagrant délit d'un individu qui venait chercher sa rançon. Donc vous voyez, parfois c'était sur l'extraction de bases de données. Parfois dans le domaine cyber, on revient sur des bonnes vieilles formules qui nous ramènent dans le physique, qui nous ramènent dans le réel, dans l'opérationnel.
Et alors c'est sûr que là, c'était pas des traces de paiement, mais voilà. Donc ça conditionne aussi, et je crois que c'est un petit peu plus tard le moment où on déposera plainte, donc j'y reviendrai à ce moment-là. La problématique des logs, c'est véritablement quelque chose qui nous occupe beaucoup, beaucoup, parce que on a encore des sociétés qui ne paramètrent pas de manière suffisamment efficace leur log. Un log complet, c'est d'avoir un eurodatage, c'est d'avoir une adresse IP, c'est d'avoir l'action qui a été faite depuis cette IP entrante. Si on n'a pas tout ça, ça va être plus compliqué. On va croiser les autres informations, on va perdre un peu de temps, et tout ça, forcément, c'est au détriment de l'enquête. Mais donc, il est important de paramétrer les logs. Alors, ça semble du b.a.-ba, et je m'en excuse, mais dites-vous que vous êtes peut-être arrivé dans une société où voilà, vous êtes nouveau, ça n'a pas été fait avant, vous pensez que ça a été fait. Parfois, il faut réactualiser les choses. La durée d'enregistrement et de conservation, c'est également important parce que alors nous, on est un petit peu moins concernés par les APT, ces menaces insidieuses, sournoises et qui prennent qui prennent un certain temps avant d'être effectives. C'est plutôt, je dirais, le domaine de la DGSI. Mais sachez qu'il est important d'arriver à remonter au-delà d'une journée, une semaine, un mois. Parfois, voilà, ceux qui vous ont ciblé étaient là, ont essayé un petit peu avant. C'est pas pour autant qu'on va s'intéresser à tous ceux qui ont toqué à la porte avant et qui se sont contentés de faire du bruit et puis sont allés voir ailleurs. Mais ça peut être des faisceaux d'indices si au moment de votre crise, au moment de votre atteinte, tout n'a pas été sauvegardé. Sur la problématique des logs aussi, je voulais qu'on fasse un petit focus sur le fait de s'assurer de la disponibilité directe et rapide des journaux pour la victime. Ça, ce sont des choses qui existent dans vos contrats. On est encore confronté, et je vous dis, on perd véritablement beaucoup de temps à obtenir de la victime des éléments qu'elle ne gère pas parce qu'ils sont chez son prestataire. Sauf que le prestataire, il dit oui, mais moi, ça va me demander du travail, ça va me demander du temps humain, et je suis en capacité de les fournir, mais ça va vous coûter tant. Et là, très souvent, on a le client qui découvre que avoir des compléments, obtenir des choses qui en fait lui appartiennent, il est légitime à penser qu'elles lui appartiennent, eh bien ça va lui représenter un coût. Donc c'est peut-être aussi des choses à vérifier dans vos contrats. Sur l'intérêt de la plainte, parce que je ne suis pas dupe, l'attaque Loki, c'est, selon Kaspersky, 1500 victimes atteintes sur le territoire national en France. On a été le 3e ou 4e pays par l'atteinte Loki. La BEFTI a été le service centralisateur des plaintes. On est à moins d'une centaine. Donc, forcément, il y a un delta. Et très souvent, on a des victimes qui ne veulent pas déposer plainte. Encore une fois, c'est pas mon problème. Je ne juge pas. Moi, si on me donne du boulot, je vais le faire. On va investiguer, on va essayer de chercher. Mais il faut savoir que quand je dis que parfois on apprend à la victime qu'elle est attaquée, parfois on apprend également à la victime comment ça s'est passé ou comment ça se passe encore. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de victimes qui, venant une fois, reviennent une deuxième fois, et dans un laps de temps très court. Pourquoi? Parce que parfois, ça a été réparé un peu vite, sans identifier l'origine. Le sous-titre de mon intervention, c'était « Comment travailler avec un service judiciaire ». Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous allez faire le choix de venir déposer plainte, nous, on va être un petit peu offensif, on va être un petit peu le poil à gratter, c'est-à-dire qu'on va vous questionner, on va vouloir savoir d'où ça vient, comment ça a pu se faire, etc. C'est vraiment un travail collectif, mais un travail collectif qui va vous servir dans la mesure où je vous dis, ça va notamment éviter et anticiper une nouvelle attaque. Dans les autres intérêts de la plainte pour la victime, on va vous aider à identifier les auteurs. Vous allez me dire, normalement, ça c'est le boulot de la justice, sauf que, selon une étude de PwC, entre 30 et 40% des attaques sont quand même issues de la fraude interne.
Ce qui veut dire que vous avez dans vos rangs ou à travers vos prestataires, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est courant, vous avez le petit ver dans la pomme qui fait ses bêtises et puis qui va vous porter préjudice. Sur la récupération pour vous, en tant que victime, le fait de récupérer les données métiers et limiter leur diffusion, on voit, vous ne pouvez pas vous imaginer, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez accueilli un ou une stagiaire et puis il ou elle est parti avec des modèles pour ses futures fonctions, pour son futur job, pour son rapport de stage, etc. Sauf qu'elle a pris tout ça sur un disque dur, et puis quand elle arrive à la maison, elle se branche sans s'assurer que c'est paramétré, c'est verrouillé, etc. Et puis ça se trouve sur l'Internet. Et là, vous avez des sociétés dont le métier est de surveiller qu'on n'ait pas des choses relatives à certaines sociétés, et on le trouve sur l'Internet plus ou moins facilement. Nous sommes également, avec nos pouvoirs judiciaires, en capacité de demander à des sites de supprimer des contenus. Ça, il n'y a que nous, services judiciaires, qui pouvons nous le faire. Donc ça limite, bien évidemment, la diffusion. Alors après, il y a aussi un intérêt de la plainte pour les pouvoirs publics. C'est quelque chose qui vous dépasse, mais qui peut vous revenir un petit peu sous forme de boomerang. C'est-à-dire qu'on est quand même confronté à un chiffre noir de la délinquance, j'en parlais tout à l'heure pour Loki. Si les pouvoirs publics n'ont pas l'information selon laquelle on a des campagnes plus ou moins massives d'attaques en rançongiciel, on va dire la cybersécurité, ouais, la BEFTI qui demande du monde, qui demande des moyens, ils passeront après les autres. Non, il est important que nos autorités soient avisées de l'état de la menace pour attribuer des moyens. Et puis effectivement, ça contribue à lutter contre le chiffre noir. Alors, comment on dépose plainte, quand, où, quoi, comment ? Je crois que la plus grande difficulté, c'est le quand, parce que on a des sociétés qui nous appellent pendant le feu, pendant la crise. Je le disais dans l'émission, il est important de donner l'émission à chacun. Ce qui est important quand on s'engage dans un processus de plainte, et surtout quand on est en période de crise, c'est d'identifier non pas notre interlocuteur privilégié, mais où on doit toquer, où on doit sonner. Nous, on peut s'adapter à tous les fonctionnements des sociétés. Si vous nous dites qu'il faut appeler la direction juridique, on appellera la direction juridique. Sauf que parfois, la direction juridique n'est pas en capacité de répondre à des questions techniques. Il y a un truc qui marche plutôt bien dans des sociétés, c'est d'avoir une boîte mail. Et nous, on pose notre question sur cette boîte mail. Et on sait qu'au niveau de la société, c'est diffusé à la personne qui sera en capacité de répondre. Et du coup, la réponse, elle est soit faite par mail, soit elle est faite par téléphone. Mais quand elle est faite par mail, elle permet, par la copie à la direction juridique, au RSSI, d'aviser un petit peu toute la chaîne et toutes les personnes qui sont concernées par cette plainte. Donc, on a des personnes qui nous appellent pendant la crise. Le plus souvent, c'est quand il y a vraiment une pression et qu'en plus de la demande de rançon, il y a le compte à rebours. Alors là, ça fait réagir et tout de suite, ça appelle au secours. Il y a quelque chose, il y a une modalité de plainte dont j'ai fait le choix de ne pas trop parler. C'est la lettre plainte directement au procureur de la République, qui est une chose qui est faite généralement par un avocat, et très souvent il est adjoint un rapport d'audit, par une boîte d'audit ou un constat d'huissier. Ça ne nous arrive jamais après des mois. C'est-à-dire que votre courrier arrive dans les services du procureur, mais déjà quand il arrive, il s'est passé un temps entre les faits et l'avis du procureur de la République, puisque justement, il a fallu attendre le rapport de la société d'audit, il a fallu attendre le rapport de l'huissier. Et puis après, dans les services du procureur, ça peut mettre du temps parce que voilà, on n'identifie pas forcément tout de suite. Parfois, c'est un peu mal rédigé, on ne sait pas comment l'orienter, et ensuite, ça peut nous arriver. Mais ça, c'est quand même des périples administratifs qui peuvent prendre du temps. Le mieux, c'est d'aviser un service judiciaire dans les délais les plus brefs. Où se fait la plainte? Généralement, c'est dans un commissariat ou un service de police judiciaire. Par qui?
c'est le dirigeant, mais parfois le dirigeant il a un peu d'autres choses à faire, donc il va prévoir un mandataire. C'est pour ça que dans la rubrique avec quoi il nous faut la délégation de pouvoir, avec qui, ça c'est important. Très souvent nos plaintes sont faites avec effectivement un représentant juridique de la société, mais également le technicien qui va être en capacité d'expliquer ce que lui a pu constater. Avec quoi? Donc délégation de pouvoir, l'extrait 4 bis, parce qu'on a besoin de savoir quelle est l'activité de la société, comment ça fonctionne, qui fait quoi. Avec les premiers éléments, donc les éléments concrets, et encore une fois, on est sur des premiers éléments. Notamment quand on parle de l'évaluation du préjudice, vous avez eu une intervention sur le coût, qu'est-ce que représente en coût une attaque. C'est quelque chose qui peut être affiné jusqu'au jour de l'audience. Donc voilà, dans un premier temps, à chaud, vous êtes en capacité de nous dire ça représente tant de salariés qu'on a été obligé de laisser chez eux, ça représente tant d'arrêts d'activité, et puis au fur et à mesure, ce sont des choses qui pourraient être quantifiées. Sur l'orientation de la plainte, il faut prendre conscience que le service qui va enregistrer votre plainte n'est pas forcément, et en tout cas dans le domaine de la cybercriminalité de moins en moins, ne va être celui qui va procéder aux investigations. Quand on est globalement sur des infractions qui ont visé des particuliers, ça restera au niveau du commissariat. Quand on est sur des infractions qui ont visé des sociétés, et encore plus quand on a du préjudice, ça sera sur un service spécialisé de police judiciaire. Donc au niveau de Paris, c'est la BEFTI. Paris Petite Couronne, c'est la BEFTI. Et puis ensuite, au niveau national, vous avez un office qui est auprès de la direction centrale de la police judiciaire. Et sinon, vous avez des gendarmes. Lorsque nous sommes saisis et que nous n'avons pas pris la plainte, c'est quelque chose qui est mis en place de manière très fluide, c'est qu'on fait toujours un contact avec la victime. Pourquoi? Parce que vous avez déposé plainte dans un commissariat, c'est quand même bon de savoir que voilà, il y a un magistrat qui a décidé d'orienter la plainte, de la confier à un service spécialisé. Je ne dis pas qu'on travaille mieux, mais on travaille différemment et on va se donner le maximum de moyens pour essayer d'identifier. Alors, j'ai voulu aussi mettre un thème sur la garantie de la discrétion. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de sociétés qui ont pignon sur rue et qui sont venues déposer plainte dans nos services. En aucun cas, je ne les cite. En aucun cas, le magistrat auquel nous rendons compte ne les cite. Il faut savoir que, moi j'aime bien dire qu'en fait, on est un peu une impasse à la BEFTI. Vous venez nous voir, mais il n'y a rien qui ressortira. Le seul moment où ça peut ressortir, c'est lorsque on arrive à l'audience et qu'effectivement, là, ça veut dire qu'on a identifié quelqu'un, qu'il est présenté devant une juridiction en vue d'une sanction. Mais là, vous en serez avisé également, puisque vous serez convoqué à l'audience, et ça vous laisse surtout du temps pour vous, éventuellement, à préparer une action de communication qui pourrait consister à dire, ben voilà, nous, on ne se laisse pas faire, et chaque fois qu'on sera attaqué, chaque fois on déposera plainte. Dans l'exemple de cet exercice, c'est pas la société, enfin ce sont pas ni l'hôpital ni le laboratoire qui ont décidé de donner un caractère public à ces faits, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sachez que même si vous voulez garder des choses en off, faut être sûr de votre coup parce que ça peut exploser et exploser de manière un petit peu méchante. On a eu, parce que je parle de garantie de discrétion, alors tout le monde a dû entendre parler de Ashley Madison, la société de rencontres qui avait été, société de rencontres américaine qui avait été piratée aux États-Unis et qui a obligé, y compris le FBI, à exfiltrer des agents parce qu'il y avait quand même des données personnelles qui avaient été diffusées à cette occasion. À la BEFTI, nous avons traité une plainte d'une société de libertinage et de mise en relation homosexuelle. Il n'y a personne qui l'a su. Voilà. Et je ne vous dis pas le nom de cette société. En plus, on a bien travaillé dessus. Sur les investigations, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez, sachez qu'on n'est pas franco-français. On travaille de manière un petit peu transversale et on travaille bien avec l'ANSSI, on travaille avec les intercertes. Alors les CERT, ce sont des Computer Emergency Response Team. En fait, ce sont des centres où remontent les incidents. Ce qui est sympa avec eux, c'est que parfois on est avisé avant les plaintes. Et c'est pas la victime qui va nous intéresser, mais ça va être les structures. Savoir qu'on a un serveur de command and control en France
peut-être sur le ressort parisien. Ça nous permet de lancer certaines investigations et de ne pas être en position passive, mais un petit peu plus anticipative pour essayer de récupérer des éléments à chaud tant qu'ils sont encore là. On travaille avec des universitaires, avec des chercheurs, parce que nous, on est policiers. On n'a pas forcément une expertise technique. C'est pour ça que l'ANSSI nous aide beaucoup, mais également les universitaires et les chercheurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, nous aident parfois à comprendre ou alors nous signalent des choses qui sont en cours, qui frémissent. Sur des choses qui ont une ampleur nationale et internationale, on va travailler en matière de coopération avec nos collègues européens, nos collègues étrangers. À l'étranger, c'est essentiellement, en dehors de l'Europe, en tout cas, c'est essentiellement le FBI. Si Alphabet Market et ANSA ont été fermés, il y a eu une petite contribution que je ne dévoilerai pas plus, mais de la BEFTI. Donc, youpi, on y a été un petit peu pour quelque chose. Et inversement, on peut avoir nos collègues étrangers qui nous apportent des éléments qui nous permettent de réaliser des interpellations, des perquisitions dans nos dossiers. Et voilà, j'ai fini.